Cerno, épisode 66. Donc c'est chez vous ici ? C'est chez nous. Alors tu disais qu'il y avait quelqu'un qui avait habité ici dans cet appart Johanna Sekaresco, qui a habité ici jusqu'à 1984. Mais pourquoi tu t'intéresses à elle précisément ? Je fais un podcast sur une affaire criminelle en fait, et je me suis attaché à elle. Et pourquoi ? Une affaire criminelle, elle était dedans Oui. Ouais. Ah, Ouais. tu veux le raconter ? Bah je sais pas. Parce que Pierre Rochefort m'a dit que t'étais au courant. Pas du tout. D'accord. Ah non, je suis pas au courant du tout. D'accord. Non. À Paris, on tue les vieux. Boulevard de Clichy cette fois. Madame Sekaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. Mademoiselle Johanna Sekaresco hatte es eilig, eine alte Frau zu werden. C'était une institutrice à Aubervilliers. Âgée, seule, extrêmement vulnérable. C'est Thierry qui l'a tué. Ils étaient deux. Oui, ils étaient deux. On sait qui c'est derrière. Ils l'ont massacrée. J'ai horreur des hommes. Elle me hante en fait depuis toujours. J'aime beaucoup les sardines. Est-ce que je peux entrer ? C'est un pervers. Moi ? Oh oui. Johanna Sekaresco, Plus personne ne se souvenait d'elle. 1913, 1984. Frau Scherer? « 3, 2, 1. Elle a été tuée ? Oui. À l'entrée ? C'est elle ? Oui. Oh, quelle horreur. Le tueur Thierry Paulin. Tu as fait ça va faire de bruit. il aurait poussé la porte d'entrée du 60 du boulevard de Clichy, en bas, là, ici, comme ça, et il serait rentré derrière elle, en fait, et l'aurait collé à terre et l'aurait tué. Vous pensez que c'est ça qui s'est passé ? C'est ce qui se raconte ici. C'est ce qu'on dit ici. C'est là que c'était cette dame, voilà, tout simplement. Mais du coup, je me suis attaché à elle et je voulais voir un peu où elle avait vécu, et ça fait longtemps que je voudrais entrer ici, et voilà. C'est passé en 84. En 84, oui. Mais c'est vrai que j'ai entendu parler de ça, mais c'est vrai que j'essaie d'oublier un peu. Sinon, en rentrant, c'est le cafard, quoi, tu vois. En fait, du coup, je voulais pas te donner le cafard. Non, tu me donnes pas. Non, parce que je connais l'histoire. Boulevard de Clichy cette fois. Malgré la présence d'un concierge, Madame Sekaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. Vous êtes un couple d'artistes ? Oui, tout à fait. On est comédiens tous les deux. D'accord. Ah, on a un long parcours. On s'est rencontrés, on jouait une pièce de théâtre sur la guerre d'Espagne, tous les deux. Le hasard, parce qu'on ne vient pas du même monde. C'est-à-dire, de quel monde vous venez ? C'est la fille d'une grande famille portugaise, très grande famille, dont les origines remontent au temps ancien, elle vous le dira. Et puis moi, je viens d'une famille beaucoup plus simple, de la Haute-Ariège, c'est-à-dire du côté d'Andorre, un village qui est là, et où il y avait 3 maisons, et puis certains d'entre nous sont montés à Paris, comme on dit, sont devenus relativement célèbres. Mon cousin, Mathieu Gallet, était un critique et un adaptateur de pièces américaines très célèbre dans les années 80. Il y a d'ailleurs une histoire sur sa maison, une histoire célèbre dans Paris. Ça, je peux te raconter l'histoire de la maison, l'histoire de la maison de Mathieu Gallet, qui est, c'est la maison hantée du 1 ou 2, je ne me souviens plus exactement, avenue Frochot. Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire ? Oui, c'est une très belle avenue, dans le 18e, et effectivement, on dit qu'il y a une maison hantée. Alors, c'est une histoire absolument extraordinaire, mais vraiment. C'est-à-dire que, mais je vous la raconte là ? Oui. Alors, ça se passe en 1975. Mathieu, mon cousin, éloigné, mais très proche, parce qu'on s'aimait beaucoup. Je venais d'arriver à Paris, donc j'avais envie de faire ce métier, je commençais de le faire, et Mathieu était déjà connu, et il me glissait de l'argent dans les poches pour pouvoir que je puisse continuer d'exister. Voilà, il me dit, tiens, bon, la rampe, cousin. Merci pour le café. Non, merci. Ouais. Et donc, en 1975, il achète cette maison, donc du 1 de l'avenue Frochot, qui est en fait la maison de Victor Massé. Victor Massé avait là son salon de musique.
Il faut bien raconter ça parce que c'est assez clair. Donc, Victor Massé avait ce salon, cette merveilleuse maison qui est une maison, disons, à la manière hugolienne, vous savez, avec des pilastres, avec des monstres comme ça, des chantournures. Sa particularité, c'est qu'elle ne voit le soleil que le soir très tard, vers 19-20 heures. Donc elle a déjà un côté sombre et mystérieux. Elle avait été habitée avant par le professeur Charcot, le fameux professeur qui s'occupait des jeunes filles hystériques. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, je raconte tout ça parce que quand Mathieu prend cette maison, il la prend à bas prix, parce qu'il la rachète à toute vitesse à Sylvie Vartan, qui venait de l'acheter. Et apprenant ce qui s'y était passé, Sylvie Vartan est prise d'angoisse, et donc décide d'accepter la proposition de Mathieu. Tout simplement parce que dans cette maison, au sous-sol, il y avait un coffre-fort, que j'ai toujours vu quand je venais à Avenue Frochot, autour duquel avaient été ligotés les propriétaires qui avaient été assassinés. 2 femmes. Dans la maison ? Dit-on, oui, au sous-sol. Dit-on. On ne savait pas par qui, par la bonne ou quelque chose comme ça. Enfin, une sombre histoire de meurtre. Si bien que l'angoisse venant, Sylvie Vartan, qui était un peu fragile sur ce plan-là, a donné pour une bouchée de pain cette maison à Mathieu Gallet, qui était ravi, ça l'amusait énormément. Il avait chez lui des tas de choses sur les cimetières, les machins, les crucifix, il adorait ça. Bon, voilà. Et Mathieu installe sa cuisine au sous-sol. Et puis, il y vit sa vie merveilleuse pendant 10 ans, oui, c'est ça, une dizaine d'années. Et un jour, il apprend par le plus grand des hasards qu'il a la maladie de Charcot. Incroyable. La maladie de Charcot, vous savez ce que c'est ? C'est la sclérose latérale amyotrophique. La maladie avait été atteinte Charcot. C'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Et qui est une maladie rare. Donc Charcot qui avait occupé la maison. Qui avait occupé la maison. Et c'est une maladie rare qui ne s'attrape pas du tout par aucun... c'est une manière très étrange. C'est dans l'ADN. Et puis un jour, il avait, je crois, 53 ans quand c'est arrivé. Il a senti qu'il commençait d'avoir une sorte de paralysie qui lui prenait au petit doigt de pied. Voilà. Et puis ça a monté, puis ça a duré 2 ans, ça a été très dur, parce qu'à la fin, on meurt d'étouffement. C'est ce dont était atteint le grand... le savant anglais très célébrissime, complètement tordu dans son siège. Hopkins. Il parle par automatisme. Mathieu faisait ça sur la fin de sa vie. Mathieu a écrit le journal de Mathieu Gallet, je vous invite à lire, qui est paru chez Grasset. Et je vais le lire. Et là, il raconte, les derniers moments sont inscrits là-dedans, et je l'ai vu le faire, je l'ai vu l'écrire. Il tape avec son doigt sur une machine qui s'était fait amener. Voilà, c'était une fin très tragique, et c'était un homme admirable. Donc cet endroit-là, c'est un endroit lourd. Vous y croyez à ces histoires de maisons hantées ? Non, je crois pas aux fantômes, sauf que il y a des réalités, il y a le poids de certaines réalités comme ça. Disons, c'est prégnant. Ça imprègne peut-être les murs. Mathieu avait par exemple une mélancolie qui seyait bien au fait qu'il soit dans cette maison. Il avait une nonchalance comme ça. Il travaillait que le soir, à la tombée de la nuit, dans la chambre du haut, parce que c'est une maison qui a une particularité. Il y a une seule pièce par étage, et il y a 3 étages. Et il y a un escalier en colimaçon. C'est sinistre, en fait, d'habiter là. L'avenue Frochot, c'est une petite rue très jolie qui part de la rue Victor Massé, là où habitaient Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, les tueurs des vieilles dames. Ah bah c'est tout à fait extraordinaire. Il habitait à quel endroit ? À l'hôtel Laval. D'accord. Quel est votre prénom ? Jean-Marie Ferdinand. D'accord. Est-ce que je peux visiter ? Bien sûr. Alors, on commence par là. C'est plutôt chez elle. C'est le bordel, mais c'est tout pareil. Donc là, en fait, on est dans une entrée. Là, c'est l'entrée. C'est entrée cuisine américaine, qui donne sur la petite cour, avec en face les fenêtres de Catherine. Carrément, bah oui, Ouais. c'est ça. Alors par contre, avant, quand elle a habité, c'était pas comme ça. Hein. Quand habitait Johanna Secaresco ? Ouais. Parce qu'en fait, la cuisine, elle a été ouverte. Tout était fermé, c'est compartimenté quand elle a habité ici. Donc ça, c'était quoi comme pièce ? Là où il y a la cuisine. Je crois qu'il y avait la cuisine, mais il y avait un mur. Donc là, tu avais l'entrée. Là, il y avait la cuisine.
C'était vraiment séparé. C'était pas du tout. C'est la nouvelle propriétaire qui a tout ouvert, en fait, qui a tout ouvert ici. Toi, tu es locataire? Moi, je suis locataire. Il a donc petit salon. Petit salon. C'est très joli. Parce que ma chambre elle est de l'autre côté. Parfois, je laisse ouvert. Il y a des tableaux variés. Moi, des tableaux. Je fais des bricoles. Par exemple, voilà. Ce tableau qui s'appelle Où es-tu? Voilà. Donc on voit deux vieilles dames dont l'une est unijambiste. Ouais, on voit aussi deux enfants partir avec un autre unijambiste. On voit deux hommes d'affaires débarquer par là. Là, on voit un enfant de la misère en train de manger une pastèque. Et là, on voit un chien en train d'attraquer un homme. Et là, il y a des choses absolument sordides qui se passent. Dans l'entrée d'une maison, on voit des personnages un peu qui sortent des choses sexuelles, un peu complexes. Voilà. Et là, il est sur un brasier, à l'hindouisme, il y a un type qui essaie de ranimer un cadavre. Voilà. Très charmant. Hein. Donc là, on est dans votre petit salon. Donc là, il y avait une cheminée, j'imagine. Oui, il y avait une cheminée derrière, mais elle l'a enlevée, malheureusement. Donc du coup. Là, c'est une fenêtre qui donne sur l'entrée, en fait, sur la cour qu'on traverse. Par où tu vas rentrer? Donc il y a une belle vue sur l'entrée de l'immeuble. Ouais. On voit bien les gens qui rentrent. Hein. C'est ça qui est marrant aussi. Hein. Au plafond, il y a des moulures. Ouais. Donc je vais te montrer de l'autre côté. Tiens. Donc on repasse par l'entrée, par la cuisine. Et là, c'est la chambre. Là, c'est la chambre du coup. C'est ma chambre. Seulement, il y a plein de sports, plein de choses comme ça. Bon, bref. Où il y a la même fenêtre qui donne sur le 60 en fait. D'accord. Toujours avec les moulures. Toujours des moulures. Ouais. Une trace d'une cheminée. La cheminée, elle marche. Elle est très belle. Hein. C'est un vieux poêle en fait. Ouais. Attends, je te montre parce qu'elle est vraiment très beau. Parce que j'ai trop de choses. Dès que je me libère de 1000 choses. Je suis une folle de vierge. J'adore les vierges. Ah oui, il y a des vierges sur la cheminée. Beaucoup. Pourquoi tu aimes ça? Écoute, j'aime énormément l'image de la Vierge. Ma mère, moi je suis d'origine portugaise. Donc je suis venue ici quand j'avais 18 ans. Il m'a... pas mon père il était athée, mais ma mère était très catholique. Donc j'ai une éducation très religieuse. Il y a plein de choses que j'ai laissées de côté. Mais la Vierge, c'est ma marraine, depuis toute petite. Enfin, ma marraine de baptême. Et en fait, je sais pas, je l'ai pris comme mon amie depuis toujours. D'accord. C'est quelqu'un que j'aime, qui est complètement à part pour moi. Elle te protège? Unique pour moi. Elle me protège, oui. Donc ça, c'était la cheminée, j'imagine, de Ioana Secaresco. Oui. C'était sa cheminée. Hein. Très belle, en céramique, verte, foncée. Très ancienne. Tu la touches? Ouais. C'est très très belle, ouais. Alors, je l'ai pas mis en marche, j'ai pas osé encore. Peut-être que je le ferai. Parce que les cheminées, ça vaut vraiment le coup. Là, t'as un petit lit dans cette chambre. Oui, c'est mon lit. C'est un vieux lit ancien. J'adore. C'est les lits bateaux, à l'ancienne. Et comme avec Jean-Marie, on a le Living Apart Together, tu sais. Vous viviez pas ensemble? Non. Donc moi, j'habite ici avec mon fils, que tu vas connaître. Et donc on habite ici tous les deux, puis Jean-Marie il habite rue Berthe en fait, en Montmartre. Pas très loin. Studio. Ouais, mais on vit pas ensemble. Vous préférez comme ça? Oui. Mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Hein. Ça fait 20 ans. Et vous vous aimez? Complètement. Ouais. Mais je crois que si on essayait de vivre ensemble, je crois qu'on se séparerait au bout d'une semaine. Moi, la routine tue, je trouve, quelque part. On n'en a pas de toute façon dans notre vie d'artiste, on n'a aucune routine, mais même dans notre vie de couple non plus. On ne sait pas ce qu'on fait le lendemain, on change à chaque fois, depuis toujours. C'est plus excitant comme ça. Oui, complètement. Et en fait, parfois, moi j'aime bien faire un jeu de regarder les gens comme pour la première fois, même les gens qu'on connaît depuis très longtemps, parce qu'effectivement sur scène, tu fais ça aussi. Tu joues pour la première fois tous les jours. Et en fait, j'adore faire ça. Et j'arrive avec lui, effectivement, à le regarder pour la première fois. Et alors, comment tu le vois? Écoute, à chaque fois, c'est quelqu'un de différent, de toute façon. À chaque fois que je fais pas ça tous les jours, hein, c'est vraiment... mais il me plaît. Ah. C'est quelqu'un où
voilà, je peux avoir une entière confiance, quoi. Et tu le vois dans son regard, de toute façon. Donc ici, c'est ta chambre, Teresa. Oui. Tu dors bien? Oui, très bien. Je dors bien. Moine, je peux le dire. Non, c'est pas une chambre de moine, dis donc. Hein. Ils auraient eu beaucoup de chance. C'est un lit raide, comme avec Ah les non, mais monettes. non, le matelas, il est bon. Hein. Puis moi, je sais pas, je suis bien. Alors là, c'est un tableau de Jean-Marie aussi. Tout ça, c'est Jean-Marie d'ailleurs. Ah, c'est super. Les trois. Ouais. C'est sublime. Il y a une chose que c'est ma préférée, c'est celle-là. Il faut les regarder de très près. Hein. Voilà. Il a des monstres. Il y a des monstres sur ce toujours tableau. Des monstres. Je sais pas d'où ça vient, par contre. Là, effectivement, c'est pas comme moi. Enfin, mes monstres ne sont pas. Ils ont pas une présence du dessin. Ils sont où tes monstres? Ils sont dans mon esprit, mais je peux pas les dessiner. D'accord. Enfin, ils sont. Et tu les connais? Je commence à les connaître de plus en plus, à avoir une acquaintance avec eux. Chacun d'entre nous a des monstres. Donc tu penses que le parquet est d'origine? Je crois que oui. Je crois que oui. Il craque en tout cas. À part là, parce que je me rappelle que là, tout était craquelé. Dans la cuisine. C'était un parquet partout. En fait. Ouais. Et là, tu vois, tu as un couloir en fait. C'est un peu un couloir inutile avec une entrée inutile, couloir inutile. Ce couloir mène en fait, dessert les deux endroits. Cet endroit-là, donc la chambre du fond, et ici la salle à manger. Donc il y avait un couloir ici à l'origine. C'est un couloir qui, dans ce type d'appartement qui n'est pas très grand, c'est un peu absurde. Enfin aujourd'hui, on s'en utilise pas. C'est le parterre d'origine, ça c'est sûr. C'est les toilettes. C'est très beau. Hein. Bon. Ce sont des carreaux cassés. Ouais. Voilà, carreaux cassés. Et le sol de la salle de bain, c'est sûr, parce qu'il est vraiment. Je peux pas l'arranger. Hein. Il est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il paraît sale, mais on peut rien faire. Il est. C'est un damier rouge et jaune. Ouais, mais tu vois, tout ce qui est incrusté à l'intérieur, impossible de l'enlever. Je passe des journées entières avec une brosse, mais c'est impossible, quoi. Donc c'est une salle de bain assez grande qui était là à l'origine. Qui était là, oui. Elle a été légèrement aménagée, ils ont installé ça, mais par contre, la baignoire et la douche, ils étaient là déjà. Hein. Donc elle avait quand même une salle de bain grande, quoi. Après, je vais te montrer donc la chambre, d'abord. De ton fils? Oui. Ça te dérange pas, Mathilde? Bonjour. Bonjour. Cette personne est notre fils. Qui est dans son lit avec son ordinateur. Cette autre personne est un ami de notre fils. Ce sont des étudiants en cinéma à la Sorbonne. Et voilà, c'est la misère d'aujourd'hui. Hein. Ils travaillent depuis son lit et il est quelle heure? Il est 5h moins le quart, il est dans son lit en train de travailler. C'est ta chambre ici? Oui, c'est ça, c'est ma chambre. Donc c'est une grande chambre en fait, il y a encore une cheminée noire en marbre. Ah oui, l'époque, oui. À l'époque. Voilà, hein. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Mathie? Je suis en train de faire un devoir d'anglais actuellement pour mon université de cinéma. Et je travaille depuis 10h du matin, du coup c'est un peu épuisant, mais voilà, on est enfermé, hein. On survit, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est dur, mais voilà, c'est la vie. Hein. Bon bah merci, hein. Bon courage. C'est grand quand même. Hein. Oui. C'est des appartements moyens, un peu bourgeois, sans plus. Un tout petit peu de sociologie sur l'habitat de ce pâté de maison qui s'appelle les Platanes. Et c'est qu'il y a un tiers d'habitants basiques qui sont là depuis longtemps, très longtemps, une ou deux générations, des gens très anciens, très vieux, pas forcément riches, qui sont dans ces habitations, surtout du côté du boulevard d'ailleurs. Il y a aussi un tiers de bobos et aussi le dernier tiers, ce sont des artistes. Alors il y a évidemment des grands cinéastes, non je tairai le nom, mais plusieurs qui ont eu des palmes d'or à Cannes. Et il y a aussi des gens de théâtre comme nous. Il y a une bonne proportion au moment de cinglés du monde du spectacle qui sont là, hein, un peu partout. C'est un endroit pour les artistes. Oui, c'est un endroit pour les artistes. C'est inspirant. Voilà, c'est inspirant. Il y a quelques comédiennes connues qui font du cinéma, qui sont passées par là, qui ont habité là, comme Elsa. Elsa Zieberstein a habité là pendant un moment. Mélanie, Laurent, voilà. Dans cet appartement même. Voilà, dans cet appartement-ci. Voilà. Il y a des peintres japonais, 2-3 peintres célèbres.
D'accord. Voilà, c'est une faune un peu particulière. Dans la réalité de tous les jours, ce qui est intéressant dans ce pâté de maison, en clos de mur, c'est que tout le monde se dit bonjour. Très important. Et si on ne vous dit pas bonjour, on a un regard noir. On a un regard noir. Toi, donc tu as habité dans l'immeuble, Teresa, avant. Et qu'est-ce qui a fait que tu as emménagé dans cet appartement précisément? En fait, c'était au niveau de la location aussi, des dispos, parce qu'en fait, je voulais continuer ici. J'ai habité 1, 2, 3, 4 escaliers différents, on appelle ça escalier ici. Tu vois, à l'entrée, escalier A, B, de toute taille, en fait. J'ai eu, le dernier, c'était vraiment très grand. Il faisait 130 mètres carrés, 50 mètres carrés. C'est devenu un peu trop cher pour nous, parce que c'est pas donné ici. On y a habité pendant 4-5 ans, et puis il a voulu le vendre. Et de toute façon, on se dit, on est en train de dépenser beaucoup trop pour cela, quand même. Donc, je veux rester ici, parce que j'adore le coin, parce que normalement, je déménage depuis toujours, hein. Je suis quelqu'un qui arrive et qui commence déjà à imaginer comme une valise à faire pour partir. C'est un truc complètement un peu obsessif presque, hein. Je vais dire que c'est... C'est-à-dire que si tu me dis il faut déménager, ok d'accord, j'ai pas un problème là-dessus. Donc c'était ici un appartement que j'avais vu avant de prendre l'appartement de 130 mètres carrés sublime, c'est celui-là que je voulais. J'avais fait une visite, tu te souviens? Je l'ai adoré. Mais à l'époque, il était déjà pris. C'était trop tard. Qu'est-ce que tu avais aimé dans cet appartement? Il était très lumineux. Dans mes souvenirs, il était plus lumineux que maintenant. Avec le soleil qui rentrait, le soleil du printemps, voilà, et c'était gracieux. Voilà, cet endroit était gracieux. C'était cet appartement qui t'attirait? Oui. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit sur l'appartement? Au niveau de l'extérieur. Qu'est-ce que tu savais en fait? Donc tu n'avais pas entendu parler de Johanna? Non, je savais pas que c'était elle qui avait habité ici. Non, en fait, non, je savais pas. Moi, je suis très ému d'être ici en fait, parce que c'était l'appartement de Johanna. Et on m'a dit à l'époque que c'était très encombré de beaucoup d'objets, beaucoup de livres. Elle a vécu ici avec sa mère, je crois, qui devait habiter dans la chambre au fond. Oui, pendant longtemps, c'est une femme qui a vécu avec sa mère toute sa vie. Ça fait quelque chose, hein. C'est très, très joyeux, je trouve, ce que vous en avez fait. C'est plein de beaux meubles assez colorés. Il y a les beaux tableaux de Jean-Marie. Je trouve qu'il y a une bonne atmosphère, en fait. Surtout qu'il y a une bonne énergie, parce qu'en fait, tu demandais tout à l'heure à Jean-Marie, je ne dirais pas hanté, mais je crois pas, je le sens. Tu sens quoi? Les énergies. Chez quelqu'un, chez les personnes et dans les maisons. Et qu'est-ce que tu sens ici? En rentrant, c'était pas ni positif ni négatif. Il y avait quelque chose à prendre. Il y a à gérer comme on peut à l'intérieur pour... alors, je pourrais pas dire, je sens une superbe énergie. Par exemple, chez Jean-Marie, où il habite, je sens une super énergie. Et dans ces lieux, on dort merveilleusement. Moi, chez lui, je dors merveilleusement. Et ici? Ici, je dors bien, mais je dirais pas qu'il y ait... c'est un petit peu comme les villes, tu sais, où il y a des villes, tu te dis, il y a des villes qui ont une énergie à prendre, bonne, d'autres qui te bouffent complètement. On parle par exemple, moi je trouve que New York, il y a une très belle énergie. New York. Paris, non. Paris, c'est une énergie, il faut vraiment que tu la donnes, hein, parce que sinon, elle te la prend. Vraiment, je sens, à Paris, c'est vraiment ça, hein, beaucoup. Et les maisons, c'est pareil, quoi, il y a un petit peu de ça. Alors, il n'y a pas une mauvaise énergie, non. Après, ouais, il y a pas, au moins, je sens pas de mauvaise énergie, en tout cas. Est-ce que Johanna est toujours ici? Sûrement. Ah, sûrement. Ah, je pense, oui. Bien sûr. Oui, je crois, ouais. Il y a écrit, j'ai remarqué sur le paillasson quand on entre, il y a écrit Happy Home. Oui, c'est moi. J'aime bien, je sais pas, tout ce
qui peut donner une... oui, quand même, c'est une happy home. Ouais. Moi, j'aime pas le mot happy home. C'est tout ce qui est anglais, de toute façon. Oui, moi, j'adore la langue anglaise. Ce qui est d'utiliser le support anglais, bon, voilà, c'est une vieille... C'est parce que je suis d'un autre siècle. C'est vrai. Il est d'un autre siècle, Jean-Marie. Ah, oui. Il est du passé? Non, oui. Tout, non, non. C'est un personnage. Je suis une sorte de comte de Saint-Germain, c'est-à-dire je suis issu... C'est ça. Il n'a pas d'âge, déjà. Pas d'âge. Et je suis issu voilà, d'un ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un côté très, évidemment, moderne d'aujourd'hui, mais souvent une façon de parler où il y a quelques costumes et quelques coutumes qui viennent de notre siècle parfois. Du 19e. Oui, tu le sens ça, hein? On le sent, hein, tout de suite. C'est du 19e, hein? Sa voix, son phrasé. C'est ça qui me plaît. Ah, c'est ça? Oui. Moi, j'ai l'impression, le sentiment d'avoir pour bagage le poids de mes ancêtres. Je l'ai en moi. Je parle au nom de mon père, au nom de mon grand-père, de mes arrière-grands-parents, au nom de ma fratrie ancienne. C'est ça ma source, voilà. Toi, Teresa, tes racines, c'est l'aristocratie portugaise. Bah oui. Bien lointaine. La décadence, je veux dire. Mon père était un grand chercheur en médecine nucléaire au Portugal. Oui, l'aristocratie, c'est ma mère. Sa mère était baronne, ou comtesse. Elle a fui avec quelqu'un dont elle était amoureuse, dont la famille ne voulait pas. Donc on a déshérité sa mère. Et ma mère, elle dirigeait la Glaxo, laboratoire pharmaceutique, qui est très connu. Donc, effectivement, j'ai une éducation. Mais quelle éducation? Père, c'était bien parce qu'avec des livres, avec tout, quoi. Enfin, la curiosité, quoi, qui m'a toujours tenue, en fait. D'ailleurs, quand je suis venue ici, ils ont été superbes, quoi. Enfin, ils voulaient évidemment que je fasse... moi, j'avais commencé psychologie, j'ai dû finir l'université, mais ils n'ont pas jamais été genre, je t'interdis, ou enfin, ils étaient quand même... D'être comédienne, parce que comédienne, ça fait souvent peur aux parents. Oui, je crois que ça fait peur encore et toujours, hein, de toute façon, même si maintenant... et je crois qu'ils ont toujours défendu ça, mes parents, en même temps, de faire ce pourquoi on est passionné dans la vie. Ce lieu, cet immeuble, pour moi, c'est comme un théâtre. Oui, oui. Il y a quelque chose de très théâtral ici, très... Oui. Déjà, cette beauté, c'est comme un décor. Oui, complètement, oui. Je suis d'accord, oui. Quand tu rentres, il y a un décor. Alors justement, si vous parlez de lieu, de ressentiment, sans aller très très loin, en y allant, je ne connais pas tout de ce qui a été vécu ici, tu le sens quand même quand tu rentres. Alors, tu rentres dans quelque chose de très beau, effectivement. Tu as un jardin, ce qui est un luxe. Oui, c'est un luxe. On se rend compte de ça. Le fait d'avoir un jardin dont on partage, mais à l'intérieur silencieux, avec des fleurs et des oiseaux, en milieu de Pigalle et de Barbès, et de mondes complètement opposés, parce que justement, le 60 boulevard de Clichy, t'es à côté de Pigalle. T'as Pigalle, t'as les putes, t'as les sexes, t'as tout. Dès que tu sors, hein, vraiment, t'es face à ça, que j'adore, moi. Personnellement, j'adore cette radicalité que tu sors de l'autre côté de l'autre porte et tu es à Montmartre de maintenant, qui n'est certainement pas le Montmartre d'avant, très bourgeois, très... Donc ça veut dire que c'est un lieu entre deux mondes? Oui, complètement. Et je crois qu'entre deux mondes, ici, il y a ces deux mondes. Ils existent ces deux mondes à l'intérieur d'ici. Tu penses partir d'ici un jour? Oui. Je suis... je sais pas, ça m'angoisse. De ne pas savoir que je peux pas... que je pars pas. J'aime bien savoir que je suis libre. Oui, si j'ai envie, je pars. J'ai fait dans ma vie beaucoup de choses pour vraiment me prouver que je suis pas du tout faite pour être sédentaire, pour être dans un lieu, même propriétaire. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, je vais pas te dire là. Mais effectivement, j'ai tout fait pour effectivement avoir un côté nomade, qui, là, je crois, est dans mon ADN. J'ai su, par exemple, que ma grand-mère, donc la baronne, bien,
avait ça. Et oui. Et que ma mère en avait souffert beaucoup. Ta grand-mère, elle a quitté son milieu Oui. pour épouser l'homme qu'elle aimait. Ouais. Mais après, elle a pas arrêté. Elle déménageait tout le temps. Et c'était quelque chose dont notre mère nous parlait. Et je crois que j'ai ça d'elle. Toi, t'es l'anti... Excuse-moi, je reviens à Ioana Sekaresco, mais t'as une vie complètement différente de la sienne. Elle est restée toute sa vie attachée à un métier. Elle est restée très longtemps dans cet appartement avec sa mère. C'était une vie qui changeait pas. Peut-être que c'était l'époque aussi. Oui, certainement l'époque. Et puis en même temps, elle devrait avoir, je ne sais pas, un rapport très fort avec sa mère. Je ne sais pas. Ou alors c'était une obligation, peut-être. Ça peut, aussi. Mais peut-être pas. pas. Savoir si elle a eu des amours malheureux. Tu vois, des choses qui... Il y a tellement de choses qui font que quelqu'un reste dans la même maison, surtout à une certaine époque pour une femme. Là, maintenant, on est plus libre quand même par rapport à cela. Toi, tu es libre. À ce niveau, oui. Oui. Rien ne m'empêche de partir d'un moment à un autre. De rentrer au Portugal, pourquoi pas. En fait, c'est mon métier qui fait... à part mon fils, évidemment, c'est vraiment la passion de ma vie. Si je ne joue pas, t'es en face de toi une folle. Enfin, une folle, je veux dire, moi, le quotidien, c'est pas quelque chose avec lequel je gère très très bien. Okay. Je ne gère pas très bien le quotidien. Donc ça veut dire que ton jouer, ça t'aide à vivre. Oui, c'est là où je donne tout, où j'ai une raison de vivre. Ma raison de vivre, c'est jouer. Oui, vraiment. J'adore ça. Ce qui est important, ça c'est mon père, qui m'a appris toujours de partager sa vie, même ses connaissances et les rencontres, parce que la vie est faite de ça, en fait, des rencontres, et tout ce que tu vois. Essayer de toujours trouver quelque chose qui t'élève, qui t'amène au-delà. Teresa ? Oui. Pourquoi on est sur Terre ? Tu es sûr qu'on est sur Terre ? On est où alors ? Je sais pas. Je sais pas, ça me pose la question parfois. Je sais pas si on est sur Terre. C'est marrant d'imaginer un peu. Je sais pas si c'est vrai ou pas, et pourquoi pas. Si on n'est pas dans un rêve d'un rêve. Qu'est-ce que tu regardes ? En fait, c'est pas regarder, c'est sentir. Non ? Ça prend du temps. Elle est là ? Je crois que oui. Tu regardes... Pour l'instant, c'est pas concret, un endroit exact. T'es un peu médium ? Non, je crois pas. Mais par contre, je sais pas si tu l'as vu, ma chatte, Nina. Vous avez un chat ? Oui. Non, je l'ai pas vu. Elle est particulière, Nina. Pourquoi ? Parce que elle a des réactions. Parfois, elle te regarde très longtemps, et parfois, elle a des comportements que je trouve que c'est pas par rapport à nous, mais ici. Je crois que elle sent. D'accord. Et d'ailleurs, moi, je trouve que les animaux, ils sentent ça beaucoup, encore plus que nous, parce qu'ils sont beaucoup plus éveillés à ça. Nous, on est beaucoup moins, quoi. Sauf si on prête vraiment attention à être sensible à ça. Mais je crois qu'elle a ça. Parfois, je la regarde dans les yeux et elle a un truc bizarre dans les yeux. Ou elle saute d'un moment à un autre, mais c'est très particulier. Parfois, je regarde ses yeux et c'est quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai jamais pensé à Johanna. Johanna, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Mais peut-être. Mais ça me fait de la peine, ça m'émeut vachement ton histoire de Johanna. Pas rentrer dedans, ça me fait pleurer. C'est absolument terrible, quoi. Une vie... Pourquoi tuer une vieille femme ? Oui. Pourquoi ? C'est bien que tu m'en parles d'ailleurs, parce que au départ, il parlait un peu comme, tu sais, comme dans les trucs à sensation. Quelqu'un a été tué à l'entrée 60, un assassin. Mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question, et c'est vrai que pourquoi pas, évidemment, oui, c'est bien ce que tu fais. Puis en même temps, c'est un hommage.
En plus, professeur, je trouve ça sublime, quoi. Je trouve que c'est un des métiers les plus importants au monde. Donc le fait qu'elle exerçait ça, c'est sûr que ça devrait être une femme formidable. Non, c'est bien que tu fasses ça, oui. Comme tu as une belle voix, est-ce que je peux te demander un truc? Oui. Est-ce que tu peux me dire le titre de mon podcast, que je puisse l'utiliser? Bien sûr, bien sûr. Mais tous les deux? Cerno. Une anti-enquête. Cerno, une anti-enquête. Cerno, une anti-enquête. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Eh ben merci beaucoup à tous les deux. Je sors de chez Teresa. Alors je descends l'escalier. Alors, je suis très ému. Déjà par cette rencontre. Et aussi par le fait que j'étais dans l'appartement de Johanna Segaresco. Et qu'évidemment, on a beaucoup discuté dans cette pièce qui est l'entrée cuisine, et où je sais qu'elle a été tuée. Et évidemment, je ressentais un petit malaise. Et surtout, tous les deux ne savaient pas qu'elle avait été tuée dans l'appartement. Et j'ai préféré ne rien leur dire. Et donc en fait, j'espère que ils vont pas être traumatisés quand ils vont l'apprendre. Donc voilà, en fait, il faut que je retrouve d'autres informations sur Johanna. J'ai plusieurs pistes. Mais en attendant, je dois retourner chez Thorsten. On a rendez-vous pour appeler la journaliste allemande Marie-Louise Scherer. Je suis persuadé qu'elle a plein d'infos, de contacts, de tuyaux à me communiquer sur l'affaire. Et sûrement sur Johanna. À suivre. Françoise! Merci à Farah pour son aide et son écoute, à Théo Boulanger pour la musique, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon qui financent ce travail. Comme eux, vous avez la possibilité de participer à cette anti-enquête et d'écouter des épisodes inédits en vous abonnant sur patreon.com/cerno. patreon.com/cerno. Et si vous ne pouvez pas, mettez des étoiles et laissez des commentaires sur votre appli de podcast. Un grand merci, rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 67, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.